va alors débuter cet échange. Bonsoir à tous, moi c'est Olivia et je suis ravie d'avoir été invitée pour cet échange avec vous, analyste de l'Association de jeunes économistes du Bénin. Comme mentionné dans l'invitation, nous sommes dans un espace de détente de l'association et ça sera un moment de partage d'idées. J'aimerais cependant le rendre un tout petit peu plus challengeant et pour cela, j'ai préparé un petit questionnaire pour vous. Mais avant tout, je vous laisse le soin de vous présenter. Et comme on dit, honneur aux dames, je commence par vous. Oui, bonjour Olivia, je me présente, je suis Boutondi Sarah, analyste à la GEB et membre de l'équipe finance. Et merci pour l'intérêt que vous accordez à la GEB. Merci à vous. Monsieur? Monsieur Gloglo, il est toujours avec nous? Oui, et désolé, je n'avais pas activé mon micro. D'accord. Bonjour à tous, je suis Béranger Gloglo, je suis le coordonnateur des activités du groupe et je suis également analyste au sein de l'équipe immobilier. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Merci bien pour cette présentation. On va débuter l'échange par quelques questions. Et votre rôle, en fait, à vous, sera de donner une réponse simple, succincte, concise, en quelques phrases. D'accord? Alors, ma première question serait de savoir quel est le but de vos publications hebdomadaires, hebdo et flash éco. D'accord. Je dirais déjà qu'en plus de l'hebdo et de Flash Echo, nous avons une rubrique actualité où nous évoquons, nous faisons un petit résumé de l'actualité de la semaine précédente afin que voilà, nos lecteurs puissent avoir voilà, un condensé de l'actualité économique, puis s'ils n'ont pas forcément le temps ou s'ils ne savent pas trop où chercher l'information. Donc, c'est le but avec cette rubrique actualité-là. La rubrique Flash Echo est une rubrique où voilà, nous essayons d'expliquer quelques concepts économiques et la rubrique hebdo, c'est, comme son nom l'indique, c'est un hebdomadaire. Et au sein de cet hebdomadaire, chaque semaine, nous évoquons un nouveau concept que nous essayons d'expliquer le plus simplement possible. Et vraiment, le but de cet hebdo, c'est de faire comprendre aux gens le monde dans lequel nous vivons d'un point de vue économique. D'accord, on a bien compris. Et Monsieur Goblo, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces publications? Oui, évidemment, je vais juste compléter ce que ma collègue Sarah a dit. C'est tout simplement nos publications hebdomadaires. C'est une sorte d'université libre hein, pour démocratiser vraiment l'économie, donc les concepts économiques, parce que finalement, l'économie, c'est l'entrepreneur, l'artisan ou la piscicultrice qui crée de la valeur ajoutée dans l'économie, mais qui n'a pas forcément fait de longues études en économie et qui a besoin de comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Donc, c'est pour cela que nous faisons ce genre de publications, ces publications pour permettre aux gens de comprendre tout simplement et très facilement l'environnement, le quotidien dans lequel on vit. D'accord, je vous remercie pour cette explication succincte. Je vais choisir une thématique précise qui est passée effectivement dans votre hebdo et je voudrais solliciter une explication assez brève et une petite contextualisation en fait assez rapide. Et quand je dis Madame Boudangui, quand je vous dis crypto-monnaie, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? Déjà, quand vous me dites crypto-monnaie, euh, je pense à un système qui a été pensé comme alternative au système monétaire et bancaire actuel, dans le sens où c'est un système qui est décentralisé par opposition au système monétaire actuel qui est centralisé actuellement dans la monnaie classique. D'un point de vue classique, nous avons dans tout pays ou dans toute union une banque centrale qui gère la monnaie, qui est garante de cette monnaie-là et qui est la seule à pouvoir émettre cette monnaie-là. Ce n'est pas le cas dans les crypto-monnaies. Dans la plupart des crypto-monnaies, euh, tout un chacun peut émettre la monnaie. Certes, il y a certaines règles, mais tout un chacun peut émettre la monnaie. Elle n'est pas gérée par une seule personne, pas une seule entité, mais elle est gérée par l'ensemble des acteurs du marché. C'est un système qui est transparent parce qu'il y a un registre qui est accessible à tous. C'est un système qui est
quand même un peu plus fiable en termes de, en termes de valeur, d'authenticité de la monnaie, dans le sens où c'est presque impossible de falsifier les crypto-monnaies, alors que c'est quand même plus ou moins possible de falsifier les monnaies actuelles. C'est-à-dire que la technologie sur laquelle se basent ces crypto-monnaies-là est tellement puissante. Ce sont des techniques cryptographiques surtout la blockchain qui font que voilà, ces monnaies-là sont quand même assez fiables en termes d'authenticité. Donc, je pense à un système alternatif. Je pense également au fait où ça avait été pensé. Il faut savoir déjà que la monnaie actuellement, elle a trois attributs. La monnaie actuellement, c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour échanger. C'est une valeur refuge et c'est un étalon de valeur. Actuellement, on remarque que les crypto-monnaies sont plus utilisées comme moyen d'investissement que comme moyen de transaction. Il y a de plus en plus de commerces qui acceptent maintenant des transactions en crypto-monnaie. Mais pour le moment, ce qu'on remarque le plus, c'est que c'est plus utilisé comme moyen d'investissement. Donc, je pense plus à bulle spéculatif parce que voilà, c'est plus utilisé comme moyen de spéculation. Et je pense à des valorisations quand même assez importantes parce que le Bitcoin, qui est la première, enfin, la plus connue des crypto-monnaies, a une valorisation autour de 13 000 dollars US actuellement. Et le Ethereum qui la suit est autour de 384 dollars actuellement. Donc, je pense à tout cela comme me dit crypto-monnaie. D'accord. Je vous remercie pour cette petite explication assez brève. Monsieur Gloglo, si je vous dis l'inclusion financière, qu'est-ce que vous me dites par rapport à cela? Alors, l'inclusion financière, on peut en faire tout un débat, j'ai envie de dire, mais en quelques phrases, si je me réfère à une définition de la Banque mondiale, je dirais tout simplement que c'est la possibilité pour des populations qui ne sont pas forcément bancarisées d'avoir accès à des produits financiers, donc des instruments financiers. Je vais parler du crédit, de l'épargne, de l'assurance pour généraliser très facilement et à moins de coûts surtout. Donc, voilà ce que je peux vous dire très facilement, mais sinon, on peut toujours faire tout un débat là-dessus. Mais pour être très, très bref, je pense que ça peut déjà suffire. D'accord, je vous remercie pour cela. De votre explication, en fait, j'ai une question pour vous, à savoir si vous pensez que l'utilisation des crypto-monnaies peut contribuer à l'inclusion financière au Bénin. À vous, Madame Goutonji, comme à Monsieur Gloglo. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à cela? Je dirais que elle peut contribuer. C'est-à-dire que dans certains pays africains actuellement, on est en train de sérieusement penser à l'utilisation des crypto-monnaies. Beaucoup de pays africains sont en faveur des crypto-monnaies. C'est le cas de la Tunisie, de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, par exemple, où il y a 2 ans, une crypto-monnaie a été créée qui s'appelle la Bitcoin, qui est en train d'être expérimentée sur le terrain, dont la valeur est d'à peu près 10 000 francs CFA. Et voilà, il y a des initiatives qui sont sur le continent. Et voilà, on essaie de voir comment cela se fait au jour le jour. Mais déjà, avant de penser à comment les crypto-monnaies peuvent être utiles pour l'inclusion financière, il faut d'abord, excusez-moi, il faut d'abord essayer de voir quel est l'accès que la population a à ces crypto-monnaies-là. Parce que quand on parle d'inclusion financière, on parle avant tout d'accessibilité. Quelle est l'accessibilité que les populations ont à cette crypto-monnaie-là? Déjà, pour accéder à une crypto-monnaie, il faut avoir accès à la plateforme d'échange de cette crypto-monnaie-là. Cela nécessite un accès à une connexion Internet. Cela nécessite une connectivité assez importante. Et cela pose la question qu'on avait abordée lors d'une conférence précédente à laquelle je vous renvoie, où on avait parlé de l'importance de l'Internet dans notre pays. C'est-à-dire que, je dis quelque chose d'assez simple, hein, si je veux aller échanger ou commencer à spéculer sur du Bitcoin, il faut que j'aille sur une plateforme. Il faut d'abord que j'achète un certain forfait Internet. Et le temps passé, plus je passe sur cette plateforme, plus il me faut un budget pour pouvoir échanger par rapport à cette crypto-monnaie-là. Donc, il faut déjà un budget Internet, il faut déjà qu'on parle de la connectivité des individus
à Internet avant de parler de crypto-monnaie. Donc, il s'agit de choix qui doivent être faits par les États, par les politiques qui vont pousser, donner envie aux personnes de plus s'intéresser à à ce genre de monnaie, les crypto-monnaies en l'occurrence. Monsieur Goglo, vous avez quelque chose à rajouter à cela? Bien évidemment, je pense que pour développer l'esprit d'équipe qu'on a cultivé ou qu'on cultive au sein de la GEB, je me permettrai de compléter un peu ce qu'a dit Sarah, ma collègue. Alors, est-ce que les crypto-monnaies peuvent contribuer à l'inclusion ou accélérer l'inclusion financière en Afrique? Je commencerai par dire, en me référant à ma définition précédente, euh, la possibilité pour des individus, pour la population d'accéder à des instruments financiers, oui, les gens peuvent accéder, enfin, l'accès à des crypto-monnaies peut accélérer l'inclusion financière. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, concrètement, ce qui accélère ou contribue significativement à l'accélération ou à l'inclusion financière en Afrique, c'est vraiment mobile money. Donc, mobile money et la crise sanitaire, en tout cas les mesures de confinement ou de distanciation sociale qui ont été mises en place pendant la crise sanitaire ont encore renforcé en fait cette position, cela, dans le sens où si je me réfère à un rapport, au dernier rapport de la BCAO sur l'utilisation des mobile money, donc des monnaies électroniques dans la zone UEMOA. En fait, on peut remarquer, il y a des chiffres qui nous disent, par exemple, que l'augmentation du nombre de comptes créés entre 2018 et 2019 était de 22% et le montant des transactions en milliards de francs CFA était pareil, donc 22%. Donc déjà là, je suis tenté de dire que les comptes créés sont réellement utilisés pour des transactions financières. Les comptes créés sont réellement utilisés pour les transactions financières. Alors, on peut encore aller un peu plus au-delà et se poser encore d'autres questions. Parce que concrètement, les mobile money a été créé dans nos pays, dans la zone UEMOA, pour faciliter les transferts d'argent entre les personnes d'une région à une autre. Mais aujourd'hui, quand on regarde les services de mobile money estimés en milliards, toujours dans le dernier rapport de la BCAO, on remarque qu'entre 2015 et 2019, il est vrai que le montant des transactions, enfin de transfert de personne à personne a été multiplié par 4. Mais ce qui attire encore plus l'attention, c'est que le montant des paiements marchands qui transitent par mobile money a été multiplié quasiment par 7. C'est quand même une évolution plus que proportionnelle et cela montre vraiment que les gens utilisent mobile money pour payer leurs courses, tout simplement. Donc, c'est limite devenu une carte de paiement hein, pour des gens qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Alors, ça, on peut encore regarder un peu au niveau des entreprises. On remarque que toujours dans la zone UEMOA, le nombre d'entreprises, enfin, le montant des paiements de salaire par les entreprises a été multiplié par 3 sur cette même période. Donc, moi, à partir de là, je me dis, déjà, les ménages l'utilisent réellement pour faire leurs courses, donc pour payer les courses. Les entreprises aujourd'hui payent des salaires avec mobile money, mais là, c'est que le secteur privé. On peut encore aller un peu plus loin en regardant le secteur public. Parce que récemment, j'ai vu une note ministérielle qui est passée au Bénin où la note stipulait clairement que les paiements de pension de retraite allant jusqu'à 50 000, je crois, je me rappelle, je n'ai plus le chiffre exact dans ma tête, mais les paiements de pension se feraient par mobile money. Et on peut encore, il y a encore quelque chose de plus intéressant. Vous savez que chez nous, en Afrique et au Bénin, hein, c'était au Bénin, j'ai vu, l'État octroie des crédits aux bonnes dames, donc des microcrédits. C'était de la microfinance, comme on le dit. Mais là, récemment, j'ai vu un rapport, un document qui décrit comment le processus se ferait. Mais au Bénin, et l'octroi du crédit, donc le moment où l'État ou l'organisme
en charge de distribuer les fonds envoie les sous et les remboursements des différents bénéficiaires, mais tout se passe par mobile money. Donc, on voit que mobile money est adopté non seulement par le privé, le secteur privé, mais le secteur public, même l'État. Ici, mais à partir de ce moment, moi, je suis tenté de dire que les mobile money, c'est vraiment l'instrument qui aujourd'hui va accélérer ou qui accélère déjà, même pas qui va accélérer, qui accélère déjà l'inclusion financière chez nous. C'est les gens qui n'ont pas forcément accès au secteur bancaire traditionnel aujourd'hui peuvent s'envoyer de l'argent sans toucher de l'argent physique, donc sans toucher de la monnaie. Maintenant, on peut toujours revenir aux crypto-monnaies. Pour revenir aux crypto-monnaies, moi, je dis, crypto-monnaie pour moi, c'est un actif financier d'investissement. Tout simplement pourquoi? La dernière fois, quand l'hebdo est passé sur les crypto-monnaies, moi, j'ai mon frère aîné qui m'a envoyé un message et tout de suite, ce qu'il me demande, c'est est-ce que c'est un bon topo? Est-ce que j'investis? Donc, vous voyez cela, pour lui, c'est un actif d'investissement. Pour lui, ce n'est pas une monnaie. Bon, ça reste dans la définition d'une monnaie, mais pour lui, c'est un actif d'investissement avant tout. Et je suis quand même tenté de dire, aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que la jeunesse se rue vers ce genre d'actifs d'investissement au Bénin ou généralement en Afrique. C'est la jeunesse qui se rue vers ce genre d'actifs. Mais je ne sais pas s'ils intègrent forcément le risque qu'il y a derrière ça, parce qu'on peut vous promettre du rendement. C'est normal, c'est un actif d'investissement, c'est un actif financier, on vous promet du rendement. Mais le rendement ne va jamais sans le risque. C'est l'un des couples les plus solides au monde que moi je connais. L'un n'avance jamais sans l'autre. Donc là où vous avez du rendement, vous avez forcément un risque. Donc, la jeunesse, malheureusement, ça donne à ce genre de choses sans vraiment connaître les risques liés à cela. Et je peux aussi me poser la question de savoir si les investissements qu'ils font, parce que, bon, après tout, ils sont libres d'investir. Nous ne sommes pas là ce soir pour donner des conseils en stratégie d'investissement. Loin de là, ils sont libres. Mais je me pose la question s'ils investissent vraiment sur les principales crypto-monnaies, donc Bitcoin et l'Ether, comme Sarah a mentionné tout à l'heure. Parce que si ce sont les autres crypto-monnaies, en dehors du Bitcoin et de l'Ether, j'ai envie de dire que le risque, il est encore plus élevé. Et ça, bon, c'est quelque chose, bon, je pense que Sarah, qui est de l'équipe finance, je pense que Sarah pourra s'organiser avec son équipe pour faire une conférence là-dessus et expliquer un peu les choses parce que c'est une petite bombe à retardement qui est en train de. Et puis la jeunesse, hein, c'est surtout la jeunesse qui s'adonne à ça aujourd'hui. Donc, oui, est-ce que les crypto-monnaies peuvent contribuer à l'inclusion financière? Ma réponse est oui, mais il faut résoudre le problème de la connectivité aussi, que Sarah a souligné. Sinon, aujourd'hui, l'inclusion financière, c'est vraiment mobile money et il faut quand même que l'autorité publique, en tout cas, apporte un regard particulier à cela, parce que les mines de rien, les opérateurs font de la collecte, hein, font de la collecte il y a des dépôts, donc ils font de la collecte de sous, et puis bon, pour le moment, ils n'octroient pas encore des lignes de crédit, mais on ne sait pas ce qui peut se passer ou ce qui se pense déjà derrière. Donc voilà, je ne sais pas si... Par rapport aux lignes de crédit, je pense que ça va peut-être venir dans le futur parce que en août dernier aux États-Unis, euh, il a été autorisé aux banques. Les banques ont maintenant, enfin, depuis août 2020, ils ont l'autorisation d'ouvrir des comptes en Bitcoin. Donc, ça commence peu à peu. C'est-à-dire qu'avant, c'était considéré, enfin, ça avait été créé comme un système autre de moyens de paiement. Maintenant, c'est en train d'être vraiment intégré dans l'économie réelle. Et je pense que c'est quand même assez historique, enfin, cette décision-là qui a été prise aux États-Unis de pouvoir créer des comptes en Bitcoin parce que je pense que c'est l'un des premiers pays à autoriser, avec le Japon qui a autorisé
autoriser les sessions et les paiements en Bitcoin, mais pas des comptes en Bitcoin. Donc, petit à petit, les crypto-monnaies commencent à rentrer dans l'économie classique. Et comme disait Monsieur Glolo tout à l'heure, il faut savoir au fait que, enfin, en ce qui concerne le Bitcoin, en tout cas, l'émission de monnaie, elle est fixée à l'avance, c'est-à-dire qu'on sait quel sera le plafond d'unité de Bitcoin. C'est écrit dans le code du Bitcoin, ce qui a dit que on sait que la masse monétaire du Bitcoin sera de 81 millions et on atteindra ce plafond plus ou moins en 2100, plus ou moins. Donc, on ne peut pas continuer à spéculer autant parce que bah, cette monnaie-là, en tout cas, elle avait été créée comme moyen d'échange et non comme moyen de spéculation. Donc, comme il disait également, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait que ces monnaies-là sont fiables, c'est la technologie de la blockchain. Et actuellement, on a plusieurs milliers de crypto-monnaies. C'est quand même assez compliqué d'aller s'asseoir, essayer de lire les codes sources de ces crypto-monnaies-là, voir sur quoi elles sont fondées, comment est-ce qu'elles fonctionnent, voir comment le minage se fait, voir comment l'émission de monnaie se fait, voir comment les transactions se font, si elles sont transparentes ou si elles ressemblent vraiment au Bitcoin qui est quand même la première, la plus connue de toutes. Et c'est quand même compliqué pour des personnes qui ne sont pas averties de s'asseoir à aller lire ces codes sources-là. Et cela pose la question de la confiance. Parce que ce qui fait que actuellement Mobile Money fonctionne autant, c'est que les personnes ont quand même confiance en ce mode de transaction-là. Les personnes savent que c'est adossé au franc CFA, savent qu'il y a une monnaie réelle, enfin, on va dire réelle derrière, mais il faut savoir déjà que toute monnaie n'a de valeur que la confiance que les personnes ont dans cette monnaie-là. On échange en franc CFA parce qu'on est certain que lorsqu'on donnera 1000 francs CFA à un vendeur, il acceptera. Donc, c'est la confiance qu'on donne à une monnaie qui fait qu'elle est puissante. Et la puissance des moyens de transaction sont également liés à cette confiance-là. Ce qui fait que Mobile Money fonctionne autant, c'est que les gens savent que voilà, en, en utilisant ce moyen-là, on aura ce qu'on espère au bout. Les crypto-monnaies, il n'y a pas encore cet effet de confiance-là qu'on a qui fait que ça peut être démocratisé, ça peut être au même niveau que les mobile money. Mais ça, c'est avec le temps, c'est avec de l'éducation, c'est en comprenant concrètement sur quoi est basée ces monnaies-là qu'on peut atteindre ce niveau-là. Oui, effectivement, Sarah a raison de souligner la confiance à la monnaie parce que concrètement aujourd'hui, la monnaie, le système monétaire, il y a des devises, donc il y a déjà une certaine confiance. Les gens ont confiance en la monnaie ou dans les différentes monnaies qu'ils utilisent parce qu'il y a l'État qui est garant derrière. Donc l'État, l'autorité publique qui se porte garante pardon, de ces monnaies. Donc l'échange, enfin, la convertibilité, l'échange. Si j'ai 10 euros sur un compte bancaire, je peux aller à la banque et avoir 10 euros en espèces en contrepartie. Donc, on n'est pas. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, il n'y a pas encore cela. Il n'y a pas une devise adossée. Donc, il y avait le projet de Libra qui ambitionnait de réunir un panier de devises justement pour pallier à ce problème. Bon, mais Libra, on sait où c'en est aujourd'hui. Donc, ce sera une concurrence avec la monnaie du souverain. Donc, on sait où c'en est aujourd'hui. Donc, la question de la confiance aussi suppose, les gens utilisent facilement mobile money aujourd'hui parce qu'ils savent que derrière, c'est le franc CFA. Si on lui envoie un message pour dire que tu as 10 000 sur mobile money, c'est 10 000 francs CFA qui va au coin de la rue, il échange contre les 10 000 francs CFA. Donc, il faudrait que les crypto-monnaies aussi arrivent à ce stade, donc à inspirer confiance aux utilisateurs pour qu'on puisse, pour que les gens puissent l'adopter aussi massivement que mobile money et que ça puisse contribuer à l'inclusion financière. Donc la question de la confiance dans la monnaie est aussi déterminante sur l'inclusion des portefeuilles. La contribution des crypto-monnaies à l'inclusion financière. D'accord, je vous remercie pour cette intervention. Nous sommes au terme de cet échange et je vous remercie encore une fois
pour l'invitation que vous m'avez faite. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont apprécié cet échange et je les invite à suivre l'association comme moi et à s'en rapprocher tout simplement si vous avez des questions. Ils sont là pour vous répondre. Donc, je vous remercie pour ça et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Voilà. Merci déjà Sarah, merci. Et merci aussi à toi Olivia d'avoir accepté l'invitation de l'association et de partager tes petites préoccupations avec nous. J'espère qu'avec Sarah, donc avec notre travail d'équipe, nous avons apporté des éléments d'analyse ou de réponse un peu plus précis à tes préoccupations et qu'on t'a un peu éclairé. Ce sera avec plaisir que nous te recevrons une prochaine fois ou les autres analystes te recevront quand tu auras d'autres problématiques ou d'autres questions. Oui. Merci bien, merci beaucoup. Et merci aussi à Madame Goutonji par la même occasion. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, Au revoir tout le monde. Au revoir.